Bienvenue, c'est Joris. Voilà, je voulais aujourd'hui vous faire une vidéo pour parler de l'univers des habitats légers, des habitats réversibles. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser au sujet, ça remonte un peu, c'était en 2015, j'étais frappé de voir finalement l'immense diversité des possibles. Et alors, j'ai pas eu toutes les informations tout de suite. En plus, c'est des informations qui me sont arrivées petit à petit, en faisant des visites, en voyant des reportages, en voyant des articles. Et c'est donc par petites touches comme ça, par bribes d'informations, que j'ai finalement découvert cet univers. Bon, j'ai un peu plus approfondi en, en bossant plus particulièrement sur le droit des habitats légers applicables en France. Et donc, je trouvais intéressant d'essayer de faire une petite vidéo pour donner une sorte de vision de synthèse des différents types d'habitats légers qui existent. Et il y en a un bon nombre, hein. On va voir aussi bien des habitats terrestres et on va voir aussi un peu ceux qui sont aquatiques, maritimes ou fluviaux. Voilà, avec quelques petits éléments d'information tout au long sur ces différents habitats. Dans la description de la vidéo, je vais vous mettre des liens aussi vers des sites ressources et puis vers des reportages vers ces différents habitats là qu'on va découvrir ensemble pour vous donner de la matière si vous voulez creuser plus loin, s'il y en a certains qui vous intéressent. Voilà, voilà. Allez, on est parti. Petite précision quand même qui me semble important de poser tout de suite, alors sans faire de la théorie pendant des heures, mais c'est juste, qu'est-ce qu'on entend par un habitat léger ou un habitat réversible? Eh bien, il y a finalement deux choses. C'est est-ce que cet habitat, cette construction, cet aménagement est mobile? Ça, c'est une première possibilité. Et où est-ce que cet habitat, cette construction est démontable? Sous-entendu, facilement et rapidement démontable. Voilà, ça donc, c'est globalement, on est rentre dans un ou l'autre et ou l'autre des cas de ces cas pour qu'on puisse effectivement bien parler d'un habitat léger, d'un habitat réversible, ce qui a évidemment d'importantes conséquences tant d'un point de vue technique que juridique. Alors, on va commencer par ce qui est sans doute dans l'imaginaire collectif la première des choses auxquelles on pense quand on parle d'habitat léger, le cas de la yourte. Alors, on va un peu resituer, hein, la yourte, ça nous vient bien, c'était bien un habitat traditionnel pour des peuples nomades en Mongolie. Donc, quand même, une situation climatique est très différente de ce qu'on a en France, hein, c'est-à-dire un climat continental très sec. Et donc là, une expérience assez récurrente quand on transpose cet habitat traditionnel tel quel en France métropolitaine, c'est que cet habitat n'est pas adapté pour gérer le niveau d'humidité qu'on a en France, que ce soit l'humidité qui vient du sol ou du ciel. Moi-même, j'ai eu l'occasion d'expérimenter une yourte pendant un bon mois quand je faisais du woofing l'automne 2015, saison pluvieuse, hein, s'il en est. Bon, bah, c'est classique, hein. On avait du lichen, des moisissures, des algues qui commençaient à pousser un peu partout en extérieur et à l'intérieur, c'était compliqué d'avoir un bon confort thermique. Un temps du fait qu'on n'a absolument pas d'isolation dans une yourte traditionnelle, euh, une inertie thermique absolument inexistante. Donc, globalement, la température à l'extérieur, je veux dire, à moins de mettre le poêle, évidemment, eh ben, c'est la température de l'extérieur, point barre. Alors, c'est un peu réchauffé, c'est vrai que c'est l'avantage d'un petit volume. Si vous êtes plusieurs, la chaleur humaine, littéralement, peut jouer un rôle hein, de confort thermique, mais bon, ça reste quand même très, très, très modeste. Donc, c'est-à-dire que l'utilisation de la yourte traditionnelle, prise telle quelle, encore une fois, hein, en France, ça n'a pas vraiment de sens. Et le fait est que depuis les années 2000 et surtout les années 2010, on a trouvé beaucoup de réinterprétations de la yourte sur des modes plus contemporains. Alors là, petit schéma hein, pour repréciser le mode constructif de la yourte. C'est-à-dire qu'on a de nappes de treillis qui vont former la périphérie de la structure, qui peut être posée telle qu'elle sur le sol, hein, c'est ce qui est le cas dans l'usage traditionnel en Mongolie, ou être posée sur une plateforme ou des fondations. Ensuite, on va trouver un ensemble de câbles, un câble périphérique dans la partie hausse, la lisse hausse donc du mur, entre guillemets. Et puis, on va trouver un ensemble de perches qui vont permettre d'assurer comme ça la liaison entre notre mur et la partie centrale, cet anneau central appelé tonneau. Tonneau qui a vocation à la fois à laisser entrer la lumière et à pouvoir jouer un rôle d'évacuation aussi de l'air, éventuellement des fumées si on a un feu.
Voilà, ça, c'est la structure traditionnelle. Et donc, ça a été beaucoup réinterprété maintenant par beaucoup de fabricants, y compris en France. Exemple, là, ici. Alors, ce qui a permis à la fois d'un peu adapter la yourte par rapport à nos modes de vie traditionnels, je veux dire contemporains, pardon, et puis aussi à l'adapter tout simplement à nos normes de confort et puis aux réglementations techniques. Notamment, je pense à l'ex-réglementation thermique RT 2012 qui s'applique encore pour certaines constructions aujourd'hui, et maintenant à la nouvelle réglementation thermique, la RE 2020. Donc, globalement, on est sur une isolation thermique beaucoup plus développée que sur la yourte traditionnelle. Des ouvertures qui vont permettre plus d'ouverture vers l'extérieur, avec du double vitrage notamment. Alors, que ce soit au niveau du tonneau central, la porte, et puis la création aussi de fenêtres qu'on n'avait pas dans la version traditionnelle. Et puis, bon, disons des éléments de confort, quoi, qui sont liés à nos habitudes de confort contemporain. Alors, petite image de chantier que j'aime bien parce que ça reprécise bien la structure traditionnelle avec une grande porte et un positionnement donc, sur une plateforme qui peut être positionnée sur soit des fondations fixes, soit des fondations, enfin, je veux dire, des fondations lourdes ou des fondations légères, des fondations réversibles. Par exemple, des fondations sous forme de pieux qu'on va pouvoir visser ou dévisser du sol. C'est des choses qui se font aujourd'hui. Et image de l'intérieur, voilà, là sur une yourte assez spacieuse, qui permettent de resituer finalement l'ambiance qu'on va chercher dans ce type d'habitat. Alors, une autre photo, finalement, sur une réinterprétation plus contemporaine de la yourte, là ici sur une structure bois, qui a l'avantage, surtout comme on le voit ici, d'apporter beaucoup plus de luminosité par rapport, encore une fois, au modèle traditionnel. Et une déclinaison qui s'est beaucoup développée au cours des années 2010, là, ça a été la paillourte. Alors, qui est la jonction entre la forme de la yourte et une structure porteuse en paille. Alors, pour avoir fait une visite dans ce type d'habitat, c'est vrai qu'on a déjà ce qui frappe quand on visite ça, c'est qu'on a un confort acoustique et thermique assez exceptionnel. Acoustique, simplement parce que le matériau paille qui constitue donc toutes les parois, eh bien, il a une absorption des bruits effectivement très efficace. Et confort thermique, alors qui est lié à tout un ensemble de choses, mais qui est lié déjà à la perspirance du matériau, paille, à sa capacité à pouvoir stocker, à faire transiter la vapeur d'eau depuis l'air à l'intérieur de l'habitat vers l'extérieur. Confort thermique aussi, qui est lié à les grandes qualités d'isolation thermique et de déphasage thermique qui est apporté par le matériau paille. Puis après, il y a une esthétique qui est intéressante au niveau des enduits qu'on va pouvoir créer sur cette paille, parce qu'on ne laisse jamais la paille à l'état brut, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Ça peut se prêter aussi bien à des enduits chauds que terre, aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Même en extérieur, l'enduit terre peut se faire à condition de bien gérer à la fois l'eau de l'extérieur, alors tant en partie haute en ayant des débords de toiture importants qu'en partie basse, en ayant quand même une hauteur par rapport au niveau du sol, une hauteur pour le rejaillissement de l'eau, c'est-à-dire de l'eau de pluie qui tombe sur le sol et qui rebondit, et éviter qu'on ait une hauteur suffisante pour éviter qu'on ait de l'eau de rejaillissement qui aille sur un enduit terre et qui, à terme, au fur et à mesure des années, dégrade cet enduit terre. Alors là, je vous ai mis un schéma de principe comme ça pour qu'on comprenne bien la structure donc sur une paille yourte. On est bien sur. Alors, c'est vrai que sur une paille yourte, finalement, il y a deux types de structures potentielles. Soit, comme on le voit ici, on va avoir des cadres en bois dans lesquels on va mettre nos blocs de paille, soit carrément on est sur de la paille porteuse et là on n'a même plus de structure bois. Voilà. Et le chaînage entre les blocs de paille pouvant être assuré, moi ce que j'ai vu du moins, c'était soit par des câbles métalliques ou par des sections de bois ou de bambou. Voilà, donc on voit bien cette structure avec les perches de charpente, encore une fois, un linteau qui va assurer donc, les pièces de jonction sur la partie haute du mur, entre la partie haute du mur et la perche.
Notre mur, donc, avec enduit intérieur-extérieur. C'est vrai que souvent, ce qui se fait, comme on le voit ici sur le schéma, ça va être l'enduit de terre en intérieur, surtout pour avoir une très bonne perspirance, une capacité à pouvoir absorber la vapeur d'eau dans la construction et pouvoir facilement faire en sorte qu'elle puisse migrer facilement à travers la paroi, parce que toute chose égale par ailleurs, avec une épaisseur égale, un enduit de terre est plus perspirant qu'un enduit chaud. Donc ça fait sens de faire un enduit de terre plus perspirant et aller vers un enduit chaud moins perspirant en extérieur. Ça fait partie des bonnes pratiques globalement pour assurer la perspirance des parois. Puis on va avoir la lisse basse complétée par une rupture capillaire pour éviter les remontées donc, capillaires à partir du sol. Et on peut imaginer différents types après de fondations plus ou moins légères, plus ou moins réversibles, qui vont se trouver donc en partie basse. Un enjeu important, mais comme beaucoup de construction, ça évite évidemment la question d'assurer un bon drainage pour éviter notamment des remontées capillaires dans les parois. Voilà. Donc, exemple de réalisation, ça donne ce genre d'esthétique, et d'autant plus que ça peut assez bien se prêter derrière avec la mise en place d'un toit végétalisé. Exemple d'aménagement. Et en plus, dans cet exemple-là, ce qui est un élément intéressant, supplémentaire, c'est qu'on n'est pas sur une structure classique au niveau de la charpente, avec que des perches qui vont de façon très classique depuis le centre et qui rayonnent. Mais ici, on est sur une charpente réciproque, une charpente autoporteuse, et qui permet de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'avoir d'éléments de support pour je veux dire, voilà, dans le volume pour pouvoir soutenir le poids de la charpente. Les charges sont réparties de façon à aller uniquement vers l'extérieur, à aller vers les parois. Ce qui libère forcément plus le volume à l'intérieur de l'habitat. Petit schéma également sur un exemple d'aménagement. Voilà, on voit les plans. Parce qu'évidemment, on n'est pas sur les formes classiques rectangulaires d'habitat, donc évidemment, ça va poser beaucoup de sujets, d'inventivité, notamment sur les dispositions du mobilier, pour faire face finalement à cette configuration de l'espace qui est assez atypique par rapport à nos modes habituels d'habiter. Autre type d'habitat, alors on bascule sur le volet mobile. Alors là, c'est une petite image de finalement la caravane traditionnelle, occupée par les populations de gens du voyage à travers les siècles. Donc là, c'est le mode traditionnel qui aujourd'hui est extrêmement minoritaire en termes d'usage, mais voilà, il existe bien tout de même. Après, ce qui s'est évidemment beaucoup développé, et c'est finalement là, dans ce type de construction que vit maintenant la grande majorité des gens du voyage en France, c'est plutôt des volets caravanes, mais motorisés, comme on a ici, et une déclinaison un peu plus lourde de ça étant la mobil-home, qui s'est développée globalement d'abord avant tout aux États-Unis dans la période de l'entre-deux-guerres, puis qui est devenu un usage massif après la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis, et puis après la mode s'est exportée en France à partir des années 60-70. Alors là, petit schéma, on voit la configuration interne d'un mobil-home. Précisons bien qu'un mobil-home, sauf cas exceptionnel, tous les mobil-homes que j'ai vus, c'était bien des mobil-homes qui sont certes mobiles, on a bien un châssis qui est en place, mais ça n'est pas un élément qui est déplaçable normalement sur les routes, ça ne répond pas aux normes du code de la route, donc ça se déplace par convoi exceptionnel. Mais le pendant de ça, c'est qu'on a un espace intérieur qui, pour un habitat mobile, est relativement spacieux. Voilà. Après, ce qui s'est développé très fortement ces dernières années, c'est finalement quelque chose d'un peu plus mobile, qui est la tiny house, la micro-maison en français, ou maison minuscule, si on traduisait littéralement le terme anglophone. Alors, à la base, ça a été créé par un architecte américain qui s'appelle Jay Schaffer, qui, à partir des début des années 2000, a développé ce concept d'habitat mobile qui a connu un grand succès aux États-Unis et, comme à peu près d'habitude, ça s'est après diffusé en France, surtout à partir des années 2010. Gros phénomène de mode sur ce type d'habitat, c'est vrai qu'il combine beaucoup de qualités. Il y a une mobilité
qui est clair, en même temps qui se combine avec une grande réflexion sur l'optimisation intérieure de l'espace, avec classiquement l'utilisation de deux niveaux, un niveau rez-de-chaussée et un niveau d'une voire deux mezzanines, qui vont permettre d'optimiser l'espace avec beaucoup d'astuces sur l'optimisation finalement des différents usages dans l'habitat. Tout ça peut être fait avec des matériaux écologiques. Ça peut très bien s'inscrire pleinement dans le domaine de l'éco-construction. Et un aspect dans la conception du tiny house, c'est que c'est très ouvert vers l'extérieur. On vit finalement aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de ce tiny house. Alors, déjà, du fait d'une partie importante d'ouverture, que ce soit des baies, que ce soit des fenêtres vitrées qui donnent vers l'extérieur. Et puis, voilà, là, c'est des petits exemples de schémas d'aménagement d'une tiny house. Mais c'est aussi parce que c'est souvent pensé avec une, voire plusieurs terrasses, éventuellement démontables, qui vont permettre d'habiter plus que le volume pur et dur à l'intérieur de l'habitat, mais évidemment sa périphérie. Donc il y a une vraie porosité finalement entre intérieur et extérieur dans ce type d'habitat, sachant qu'en plus, si on poursuit encore la réflexion plus loin, on peut combiner à la fois cet habitat mobile en tant que tel avec des espaces de stockage qui peuvent être eux-mêmes mobiles ou être fixes pour pouvoir notamment stocker du matériel, stocker des équipements par exemple, comme une grande cabane de jardin par exemple. Par contre, ce que je dirais comme inconvénient, il me semble, de façon assez générale dans ce type d'habitat, c'est qu'on est nécessairement dans un volume réduit. Si on veut répondre au nombre de la route en France, on est limité en termes de largeur à 2,55 m maximum et 4,20 m en termes de hauteur par rapport au niveau du sol. Donc, il faut faire avec ces contraintes de volume-là. Comme on est sur un volume contraint, non seulement il faut bien optimiser les circuits, donc circuits hydrauliques, circuits électriques, les volumes, mais ça veut dire aussi qu'on est assez contraint en termes d'épaisseur d'isolation. On ne peut pas avoir un niveau d'isolation, partir sur 30 cm d'épaisseur d'isolant pour chaque paroi, par exemple. On se retrouverait avec un espace extérieur beaucoup trop réduit, ça serait invivable. Donc, il y a un compromis technique entre l'habitabilité de la chose et en même temps un niveau d'isolation thermique performant qui, à mon sens, fait partie des limites structurelles aussi de ce type d'habitat. Voilà, ça me semblait important de le dire. Autre type d'habitat léger, la Carter, est développée dans les années 2000 par Evelyne Adam dans le Finistère. Donc, un type d'habitat qui se veut pleinement dans la nature, à partir des matériaux maximum du site et des matériaux également biodégradables. Donc, un habitat qui se prête facilement, alors, non pas vraiment à une déconstruction, parce que c'est de ce que j'ai pu en voir, c'est pas comme si on avait plusieurs éléments comme ça qu'on pouvait démonter. Par contre, c'est quelque chose qui peut effectivement facilement se détruire. Et c'est essentiellement constitué de matériaux qui sont effectivement biodégradables. Donc, effectivement, peut être retenu à la nature. Alors là, petite photo de chantier pour qu'on comprenne bien le mode constructif, ce qui est assez simple. Sur une carter classique, on n'a pas de fondation, c'est posé à même le sol. Et la structure, ça va être des mèches de chanvre assez longues, au moins 1,50 m de longueur, qui vont être baignées dans de la chaux, alors plus précisément de la chaux hydraulique NHL 3,5, qui permet d'assurer comme ça une bonne stabilité structurale. Et comme ça va être monté petit à petit. Voilà. Donc, c'est un mode constructif simple, par contre, qui prend du temps. Vous vous en doutez, entre le fait de je prépare ma chaux, je prépare mes mèches de chanvre, je baigne mes mèches de chanvre dans ma chaux, et surtout après, je pose progressivement, et sachant qu'on ne peut pas tout monter en un bloc une seule journée, il faut laisser des temps de séchage une fois qu'on a fait des pans de mur. Donc, voilà. Il faut savoir que c'est quand même des chantiers qui prennent leur temps, c'est normal. Et après, le matériau en tant que tel, une grande malléabilité. Donc, un peu, ça peut se prêter comme ça. Voilà, quelques exemples avec ces photos. Donner des exemples de la créativité auquel donne place ce type de procédé constructif. Voilà, qui permet de varier les volumes, changer les volumes, de changer les formes, d'apporter des différentes esthétiques.
Un point essentiel dans toutes les carters que j'ai pu voir, c'est cette ouverture vers le ciel qui permet d'avoir contribué à cet aspect d'immersion dans la nature, qui permet évidemment aussi d'apporter une grande, d'apporter finalement l'essentiel de la lumière dans l'habitat. La malléabilité du matériau permet après de pouvoir faire des murs, pouvoir faire des cheminées, pouvoir faire différents aménagements intérieurs qui permettent un peu encore une fois de laisser de la place à la créativité. Après, à bien noter que sur une carter classique, de ce que j'ai pu en voir, on n'a pas de coupure par rapport à l'humidité du sol. Donc, on a, en tant que tel, si on prend les carters telles quelles, tel que le concept a été développé par Adam, on n'a pas d'obstacle remontée capillaire. Donc, si vous êtes sur un sol humide, a fortiori sur un automne ou un hiver, on aura bien des remontées capillaires et une humidité intérieure qui va être importante. Alors, donc, voilà, à voir si ça correspond aux normes de confort que l'on recherche. De fait, l'usage que j'ai surtout vu de ce type d'habitat, c'est surtout des usages en tant que loisir, surtout en période printanière ou estivale. Voilà. Mais rien n'empêche d'imaginer qu'on développe le concept en mettant en place des drains, des ruptures capillaires, bref, des différents dispositifs qui permettent de se couper de l'humidité du sol pour une meilleure adaptabilité, un meilleur confort et aussi une meilleure durabilité du matériau sur le long terme. Parce que si on a des remontées capillaires importantes, évidemment, ça va poser un problème de durabilité des parois au fur et à mesure des années. Autre type d'habitat léger, et je dirais même qu'on on commence à toucher les limites de ce qu'on peut considérer comme un habitat léger, c'est les techniques du super adobe, qui a été développé, formalisé par un architecte iranien, Nader Khalili, en s'inspirant d'architecture qui viennent du monde militaire, de l'architecture de génie civil militaire, et puis aussi dans un contexte, le contexte iranien, donc un contexte désertique avec des problématiques de séisme très fortes. Donc, alors, à la base, pour répondre à des situations d'urgence de populations qui ont subi des séismes, mais au-delà de ça, pour penser des habitats qui sont adaptés à ces conditions, encore une fois, conditions de désert et de problématiques systémiques fortes, il a effectivement développé ce concept. Alors, comme on voit bien à l'image ici, la structure, ce sont des sacs de polypropylène, donc c'est un type de plastique, sac extrêmement solide, dans lequel on va mettre de la terre, normalement de la terre prise sur site, on va les remplir et après on va les poser, tel des boudins les uns sur les autres, finalement en créant une structure autoporteuse, en forme d'arche, comme vous voyez ici sur la photo, pour éviter quand même qu'on ait des glissements, que les boudins glissent sur les uns les autres, on a un fil de fer barbelé qui est positionné entre chaque boudin. Et sur cette structure-là, on va pouvoir faire différentes formes d'enduits. D'habitude, ce qui va se pratiquer, c'est des enduits chauds en extérieur et des enduits chauds ou terre en partie intérieure. Image de chantier, pour qu'on comprenne bien le dispositif. Voilà. Les étais en bois permettent d'assurer la solidité de la structure le temps du chantier. Mais après, une fois la structure complètement réalisée, normalement, elle est autoporteuse. On n'a plus besoin de garder ces structures en bois. Et après, à partir de ce modèle de base, on peut faire place, encore une fois, à notre créativité, créer en différentes formes, différents volumes, qu'on peut voir, par exemple, dans ce projet-là. C'est un type de procédé constructif qui a, c'est vrai, beaucoup de qualité. Donc, grande qualité à la base, comme on l'a dit, pour pouvoir gérer le risque sismique, compris sur des zones sur lesquelles la problématique sismique est très forte, mais aussi un habitat qui a une masse thermique extrêmement importante, donc, qui permet de jouer un rôle important d'isolation thermique et aussi de déphasage thermique, donc pouvoir retarder l'arrivée de la température extérieure, notamment en période estivale, puisque c'est surtout ça le sujet, donc retarder le plus gros de la chaleur en journée en période estivale, cette chaleur transite très progressivement à travers les parois et soit restituée à l'intérieur de l'habitat sur la fin de journée, voire en début de nuit. Autre intérêt
c'est la capacité aussi de ce matériau à absorber les bruits, donc il y a un aspect aussi d'isolation acoustique qui est très intéressant. On est sur un mode procédé constructif qui initialement est simple, donc il y a un aspect aussi d'appropriabilité du matériau qui est intéressant. Puis l'essentiel de la masse, c'est bien de la terre produite sur le site. Donc ce matériau, enfin l'essentiel, le gros de la masse, c'est bien un matériau un peu plus écologique, un peu plus local. Après, effectivement, le sac de polypropylène, là, on ne peut pas parler d'un écomatériau en tant que tel. Et à ma connaissance, il n'y a pas de filière de recyclage de ce matériau-là en France. Cela étant dit, une fois que c'est mis en place, on est sur un matériau qui est utilisé pour le très long terme. Il n'y a potentiellement pas de limite de durée. C'est surtout si l'habitat est bien conçu et bien entretenu, il pourrait tenir potentiellement des siècles. Donc, ça reste, à mon sens, cohérent comme voilà, usage de matériaux plastiques. Voilà. Petite image d'intérieur pour voir un peu le genre d'esthétique qu'on peut créer en mariant différents matériaux écologiques à l'intérieur de ce type d'habitat. Voilà, image, schéma pour comprendre les différentes configurations comme ça qu'on peut créer. Et un plan de coupe qui vient de la plateforme la grande plateforme d'éco-construction Twiza. On voit les différents composants de ce type d'habitat. Donc après, il y a un caractère effectivement, alors non pas mobile évidemment, mais un caractère réversible, un caractère démontable, dans le sens où effectivement, on peut casser l'enduit et après démonter progressivement les différents boudins. Donc effectivement, il y a bien un caractère démontable et d'autant que on peut tout à fait construire ça, comme vous pouvez voir ici, sur des fondations qui sont assez légères. Hein, des semelles filantes en béton, au pire, assez superficielles, ou on peut encore imaginer d'autres types de fondations encore plus réversibles, telles des fondations cyclopéennes ou des fondations sur pieux. On pourrait imaginer ces différents types de structures. Alors, autre type d'habitat léger, c'est l'univers de la cabane. Bon, alors, cabane, c'est vrai que quand on dit ce mot, a priori, on pense beaucoup plus à quelque chose de relativement petit, qui sert à un hébergement de loisirs, temporaire, surtout pour la période estivale, qu'on peut le voir ici. Mais rien n'empêche de développer le concept et d'en faire quelque chose de plus spacieux, de plus confortable et qui se prête vraiment à un usage comme domicile. Alors, image aussi, puis qui nous renvoie à l'univers de la cabane dans les arbres, donc sur un univers d'évasion, un univers de contact très direct, d'immersion avec la nature. Et effectivement, c'est possible de mettre en place des procédés constructifs où on a la structure tient même sur le tronc même de l'arbre, a besoin de renforts à partir du sol, avec des joints, souvent ce que j'ai pu voir, ça va être du caoutchouc, quelque chose d'élastique, qui va permettre en sorte de ne pas blesser le tronc de l'arbre, voire même de s'adapter sur le long terme à l'accroissement naturel du diamètre, tout simplement, du tronc de l'arbre, pour vraiment faire avec la physiologie même de l'arbre. Après, bien sûr, c'est tout un savoir-faire pour savoir gérer la tâche correctement, gérer cette évolutivité du diamètre de l'arbre, bien gérer la répartition des charges, etc. Voilà. Évidemment, il y a toute une technicité pour ça, mais ça se fait. Alors, finalement, à partir du concept aussi de structure bois, ce qui a aussi émergé beaucoup ces dernières années, c'est les structures géodésiques. Alors, ça ne remonte pas à hier. Hein, un grand pionnier, le grand pionnier de cette structure-là, c'est l'architecte Westminster Fuller, qui a beaucoup développé le concept de l'architecture géodésique dans les années 70. Mais voilà, il y a vraiment eu un boom à partir des années 2000-2010 sur la redécouverte, la réinterprétation de la structure géodésique dans le domaine de l'éco-construction. Là, on voit, disons, un modèle un peu standard de structure géodésique qui peut se prêter d'ailleurs à n'importe quel type de dimension. Là, c'est relativement petit, mais on peut imaginer des volumes beaucoup plus importants. Et effectivement, là, si on est bien sur une structure bois, tout ça, on est bien sur des éléments qui sont démontables, ce qui peut se positionner, qu'on peut le voir ici, sur une plateforme elle-même démontable et des fondations qui peuvent tout à fait être elles-mêmes, encore une fois, démontables, comme une structure sur pieux, comme on a là, qui peuvent tous se dévisser hors du sol. Donc, là, encore une fois, ça s'inscrit dans le champ des habitats réversibles.
Voilà, un petit exemple d'aménagement intérieur, ce qu'on peut créer en termes de volume. Rien n'empêche d'avoir un niveau d'isolation très poussé, hein, dans ce type d'habitat, et puis qui se prête à une grande modularité, potentiellement une grande ouverture aussi, la création de beaucoup de baies qui donnent vers l'extérieur. Donc, c'est vrai qu'il y a de grande qualité à cet habitat, en plus, dans la forme même, sa forme de demi-sphère, permet de diminuer au maximum, tout simplement, la surface de contact entre notre volume intérieur et puis vers l'extérieur. Donc, déjà, structurellement, il y a une vraie pertinence en termes d'isolation thermique de ce type de structure. Et exemple de réalisation où on pousse ça avec encore plus loin en termes d'éco-construction, avec une couverture faite de bardeaux de bois, voilà, pour aller toujours dans le sens d'une cohérence maximale en termes de matériaux écologiques. Après, aujourd'hui, on a une démultiplication comme ça des concepts d'habitat réversible. Donc, il y a de plus en plus de constructeurs qui développent de nouveaux concepts. Et là, j'ai mis un exemple. Alors, personnellement, c'est pas le type d'esthétique que je préfère, mais voilà, ça existe. Le type d'architecture contemporaine, souvent de plein pied, qui peuvent être livrés en kit. Souvent, on est sur des modèles qui se prêtent assez bien à l'autoconstruction et qui permettent comme ça de créer des plans constructifs sur voilà, des volumes assez simples, des volumes rectangulaires, voilà, qui vont être positionnés comme ça de plein pied, soit sans fondation ou avec des fondations superficielles et ou réversibles. Déclinaison encore dans l'architecture contemporaine qui s'est beaucoup développée à partir des années 2000, toujours, c'est les maisons à partir de la réutilisation des conteneurs. C'est vrai qu'on a une vraie problématique à l'échelle mondiale sur l'utilisation des conteneurs. C'est l'ordre de 14 millions de conteneurs qui sont usagés, qui sont hors d'usage, donc, voilà, qui nous viennent de l'industrie du conteneur maritime chaque année. Le conteneur maritime et aussi des conteneurs qui sont utilisés, c'est surtout utilisé sur le transport maritime, mais aussi le conteneur après peut être véhiculé par d'autres modes de transport, hein, notamment je pense au fret, fret sur le train. Bref, donc 14 millions de conteneurs à utiliser. Donc, l'utilisation en tant que telle de ce matériau usagé, je veux dire, sur la base, ça fait sens en termes de démarche écologique. Et on est sur voilà, un matériau de base qui est évidemment modulaire. On va pouvoir faire comme ça, pouvoir faire toutes sortes de combinaisons entre ces modules de base avec des volumes qui sont standardisés. Hein, sur le marché mondial, vous avez les conteneurs de 10 pieds, 20 pieds et 40 pieds qui sont les modèles les plus répandus. Alors, pieds, puisque effectivement, on est sur des unités anglo-saxonnes. Ce qui va s'utiliser concrètement pour des projets d'habitat, ça va être des modèles de 20 pieds. Un module de 20 pieds en tant que tel, ça donne un volume, surface habitable de 13 mètres carrés. Si on est sur le volume de modèle de 40 pieds, ça nous donne une surface habitable de 28 mètres carrés. Donc, voilà, on part de ce volume-là. Après, on peut jouer avec ça. On peut le voir ici sur l'image. On a une très forte stabilité, une très forte solidité de la structure, qui a tout de même un point faible. Hein, qui a un point faible, c'est au niveau du toit. Les murs en tant que tels sont très solides. Par contre, le toit n'est pas solide, il n'est pas fait pour supporter les charges. La périphérie du toit, oui, puisque là, les charges reportent sur les murs. Mais par contre, le toit en tant que tel supporte mal les charges. Donc après, si on veut aller au-delà du plein pied, si on veut pouvoir créer de l'étage, se pose souvent la question d'amener des structures de renfort. Par contre, cet habitat a beaucoup, enfin, en tout cas, tout un ensemble de défauts, je pense, et c'est personnellement pour ça que je ne suis pas vraiment un grand client de ce type de structure. Déjà, de par sa structure même, alors, on peut imaginer des façons de corriger ça, mais de par sa structure même, comme c'est de l'acier, fondamentalement, on a une grosse problématique en termes d'isolation thermique. Hein, l'acier étant très déperditif au niveau de la calorie, c'est que ça va être très compliqué d'avoir des grandes performances thermiques au niveau de ce type d'habitat. Alors après, je ne dis pas qu'on n'a pas des façons de corriger ça. On peut notamment imaginer une isolation thermique par l'extérieur qui soit performante, mais voilà, on part de quelque chose qui est compliqué à la base pour ça. Et même problématique de base au niveau de l'isolation phonique. On a quelque chose qui fait vraiment caisse d'écho initialement. Alors encore une fois, ça peut se corriger, mais la structure de base est compliquée au niveau de la gestion de l'isolation phonique. Autre problématique liée à ce type de matériau même, le conteneur, eh bien, c'est qu'il y a une grande inconnue sur
la présence de métaux lourds. On peut avoir tout un ensemble de résidus qui nous viennent de l'industrie, de matériaux qui ont transité, de produits qui ont transité sur les conteneurs, sur lesquels on n'a aucune traçabilité et qui sont contenus dans le conteneur à la base, qui nous arrivent. Voilà. Quid aussi des peintures utilisées dans l'intérieur et l'extérieur? Bon, bah, on ne va pas se le cacher, hein, ce n'est pas des peintures écologiques. Donc, ça peut poser après des problématiques de pollution rémanente dans ce type de construction. Ce qui me pose aussi question, alors je n'ai pas réussi à trouver d'informations sur le sujet, mais ce qui m'interroge, c'est aussi la problématique, est-ce que c'est un habitat sain au niveau électromagnétique? Puisqu'on est sur une construction métallique, hein, à la base, une structure métallique. Quid des effets de résonance et d'amplification des champs électromagnétiques aussi dans l'habitat? Voilà, c'est quelque chose, en tout cas, moi, qui me poserait question dans ce type de structure. Et enfin, pour mettre un dernier défaut, mais il n'est pas des moindres, c'est que, encore une fois, la structure métallique n'a absolument aucune perspirance. Il n'y a pas de transition de l'humidité depuis l'intérieur vers l'extérieur du volume, de l'intérieur vers l'extérieur du bâtiment. Alors, encore une fois, ça peut se corriger, notamment en mettant en place un système de ventilation performant, mais oui, le fait est qu'on ne démarre pas sur des bonnes bases pour gérer cette problématique-là. Alors, autre type de construction, alors qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vu avec le conteneur, mais pour montrer encore des exemples d'inventivité de ce qui se développe sur l'habitat réversible aujourd'hui, c'est exemple des petits nids développés sur différents modules par la société Leptini, qui est une société française, voilà, pour donner des exemples d'habitat qui peuvent se prêter aussi bien de l'habitat de loisirs que de l'habitat permanent en tant que domicile, avec un habitat très ouvert vers l'extérieur qui prend vraiment sens avec ces terrasses, ces plateformes bois, qui permettent finalement d'avoir une grande porosité entre volume intérieur et volume extérieur. Alors là, je transite mais assez brièvement sur les habitats légers maritimes ou fluviaux, en tout cas ceux qui sont liés à l'eau. Alors, bon, on a l'habitat léger finalement classique, assez ancien, hein, qui est celui de la péniche, bon, qui est assez connu, donc je ne vais pas forcément m'étendre là-dessus. Mais ce qui s'est par contre plus développé ces dernières années, et là c'est plus original, c'est les maisons flottantes sur l'eau. Alors qu'elles aient elles-mêmes un système de motorisation qui permet de se développer ou qu'elles ne peuvent pas se déplacer par elles-mêmes, mais puissent être tractées par un autre navire. Voilà, exemple ici sur un projet ou encore ici aux Pays-Bas. Et c'est vrai que ça a tendance beaucoup à se développer sur des pays ou des situations comme ça de très fort contact entre milieux terrestres et milieux maritimes ou milieux fluviaux. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une vraie pertinence à développer ce type de concept-là dans un contexte qui est celui du dérèglement climatique, avec la montée progressive des niveaux des eaux qui devient déjà et sera de plus en plus problématique sur les zones de littoral, sur des zones d'estuaires, sur des zones fluviales. Si on veut pouvoir continuer d'habiter ces espaces qui sont globalement à l'échelle mondiale des espaces extrêmement denses en termes de densité de population, eh bien, va se poser sérieusement la question du développement de ce type de concept. Alors que l'on soit sur des maisons flottantes qui puissent vraiment être pleinement autonomes, ou au moins des types d'habitats qui puissent être à minima flottants, quitte à fonctionner, à être conçus en étant raccordés à un quai, à un ponton, à une structure, une infrastructure existante. Alors, au-delà de tout ça, je pense que si on poursuit encore plus loin la réflexion, eh bien, ces habitats légers, dès lors qu'on commence à leur apporter une dimension collective, si on commence à parler d'habitat participatif sous des formes diverses et variées, comme ici un village de tiny house, eh bien, ça va se poser encore d'autres questions en termes de construction, de matériaux, d'aménagement, de réflexion entre intérieur et extérieur, qu'est-ce qui relève du privé, qu'est-ce qui relève du commun. Voilà, donc ça, c'est quelque chose encore de très émergent. En France, il y a encore extrêmement peu d'exemples, pardon, je veux dire fixes, périns et légaux d'habitat léger en commun, mais tout de même, c'est quelque chose qui est clairement le vent en poupe, notamment que porte l'association Hameaux Légers, qui œuvre beaucoup à l'échelle nationale sur le sujet, et voilà, qui commence à poser beaucoup de questions
en termes de montage de projet, au niveau humain, au niveau juridique, au niveau technique, comment est-ce qu'on pense des habitats légers avec du privé et du commun. Est-ce que ce commun est fixe? Est-ce qu'il est lui-même mobile? Vous voyez, il y a tout un champ des possibles encore très vaste qui reste encore très, très largement à défricher aujourd'hui. Voilà, bah, écoutez, moi, ce que je propose, si vous voulez creuser le sujet, moi, c'est plutôt le volet juridique hein, sur lequel je suis compétent. Donc, j'ai développé en octobre 2021 un ouvrage en partenariat avec l'association Hameau Léger, Guide juridique pour habitat léger, où sur 200 pages, je développe de façon la plus exhaustive possible, et j'ai fait mon possible pour que ça soit un langage clair, accessible pour tout le monde, le droit de ces habitats légers divers et variés en France. Sur mon site internet aussi, j'ai développé une formation gratuite qui est Habitat léger, les catégories juridiques. Parce qu'il faut savoir qu'en droit français, vous avez 6 catégories juridiques différentes d'habitat léger, ce qui n'est pas forcément très simple pour s'y repérer. D'autant que le fait qu'un habitat léger en particulier appartienne à une catégorie ou à une autre, ça dépend à la fois de ses caractéristiques techniques, mais aussi du type d'usage que vous allez en faire. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident de bien comprendre tout ça. Donc, j'ai mis en place cette formation gratuitement accessible en ligne avec l'enregistrement d'un webinaire en vidéo, complété par support de cours téléchargeables avec un quiz pour tester ses connaissances après le cours et puis des liens vers des sites ressources. Voilà, je vous mets évidemment le lien dans le descriptif de la vidéo. Et puis, je propose aussi une formation en ligne, celle-ci payante, le droit des habitats légers, alors là, je rentre vraiment sur 3 heures et demie sur vraiment tous les aspects de droit des habitats légers en France. Le droit de l'urbanisme, l'autorisation d'urbanisme à demander, comment est-ce qu'on conduit un chantier de façon générale, qu'est-ce qu'on peut implanter en zone agricole ou en zone naturelle, les garanties dont on bénéficie lorsque j'achète un habitat léger auprès d'un particulier ou d'un professionnel, la fiscalité applicable, etc. Voilà, il y a beaucoup d'aspects juridiques, pratiques que je développe là-dedans. Alors, je propose aussi bien ça sous la forme de webinaires en direct auxquels on peut interagir. Je propose régulièrement des éditions. Et puis, c'est aussi accessible à la demande via l'accès à un enregistrement en vidéo d'un webinaire que j'ai mené avec, encore une fois, support de cours téléchargeable, lien vers des sites ressources, quiz après pour tester sa bonne compréhension du cours. Voilà, écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous aura éclairé, vous aura donné des pistes pour poursuivre votre aventure sur ce domaine assez foisonnant des habitats légers. Il y a certainement des concepts d'habitat léger, peut-être que j'ai oublié, que je n'ai pas pensé à mentionner ou que j'ignore. Donc, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour partager tout ça. En tout cas, je vous souhaite un bel épanouissement dans vos projets et à très bientôt.